L'isolationnisme n'est pas une solution, c'est pas ce qu'il faut faire, ça c'est sûr. Le pays n'était pas isolé avant que le régime militaire actuel prenne le pouvoir. Donc je pense qu'il faut revenir à ce qu'il y avait avant. De toute façon, on ne peut pas vivre seul en autarcie comme ça. Ils ne sont pas seuls, ils sont trois. Oui, alors, il y a une volonté d'être trois, on regarde ça de très près. Et les trois aussi, c'est les trois isolés, voilà. Qui sortent d'un grand ensemble, trois isolés ensemble. 15 pays pour faire trois, avec des économies qui n'atteignent pas celles du Nigeria, par exemple. Le fait de se mettre ensemble, de se rassembler, pas mal. De vouloir avoir une réponse sécuritaire, économique, pas mal, en étant tous les trois. Mais par contre, de se froisser avec tous les grands acteurs, tous les autres grands pays, Algérie, Côte d'Ivoire et autres qu'il y a autour, ça je pense que c'est un problème. Bonjour chers téléspectateurs de Global Africa Télé Sud, nous voici dans notre émission Entretien du jour qui reçoit un journaliste certes pertinent mais autrement connu pour avoir été enlevé dans le désert malien. Son livre « Le prisonnier du désert » vient de paraître et nous allons discuter de long en large en commençant par lui demander s'il est journaliste dans l'âme, donc il s'est fait enlever par passion, ou si c'est une tête brûlée qui, tout en connaissant les risques, s'est jeté à l'eau pour que justement on parle de lui. Ouh là là. Oh, quelle entrée en matière, Sadio. Non, je suis pas un journaliste qui s'est jeté dans la gueule du loup pour qu'on parle de lui. Je suis plutôt un journaliste qui a voulu éclairer un conflit dont on parlait pas beaucoup. Je sortais en fait, pour tout dire, d'un reportage sur les Dozo, qui eux combattaient les djihadistes dans le centre du Mali. Et il me semblait intéressant, là on avait une guerre intra-djihadiste entre le IGS et le JNIM, il me semblait intéressant d'aller couvrir ça. Et au début c'était à distance. Les événements vont faire que je vais être entraîné dans quelque chose, j'aurai une invitation et je vais me déplacer pour le faire. Oui, j'aimerais qu'on insiste un peu sur l'accrochage entre djihadistes qui s'est passé pratiquement vers la fin des confinements de la Covid. À un moment, on se disait, mais est-ce qu'ils se sont confinés eux aussi? En fait, ils étaient dans une bataille de territoire parce qu'ils avaient été chassés par l'armée française des zones de Ménaka et autres et qui se retrouvaient confinés vers la frontière Burkina-Côte d'Ivoire où ils se sont canardés. C'est de cette période. Il y a différents foyers. Il y avait dans le centre du Mali, il y avait aussi dans le Cerdon-Songo où moi j'avais justement un de mes contacts, un fixeur, qui me rapportait un peu ce qui se passait. Il me semblait intéressant d'essayer d'avoir un... Qui vous a réuni avant le deuxième chant du coq. Oui. Et il me semblait intéressant d'avoir un dignitaire, enfin le responsable du JNIM de ce coin-là, de cette zone-là, et de lui faire répondre à des questions pour qu'il nous explique ce qui se passe sur le terrain et quel était l'enjeu de ces affrontements. Libéré en mars 2023, vous avez été pris en otage en avril 2021. Et il semble que les chiffres impairs, vous les aimez ou qu'ils vous aiment. Sans le savoir. En tout cas, c'est en février 2025 que vous refaites parler grandement de vous avec l'apparition de votre livre. Est-ce que vous vous êtes dit, je reprends en février, je vais affronter le mois de mars, ma libération, et le mois d'avril, ma prise d'otage, en étant guéri par ce bébé livre que j'ai porté? Non, je pense que c'est plutôt le hasard de l'écriture et le temps que j'ai mis aussi à produire ce livre. Ça n'a pas été facile. J'aurais dû normalement le sortir, c'était prévu au départ pour novembre 2024. Ça n'a pas été le cas. Ça m'a pris plus de temps. Et voilà, et ça a fait que c'était prêt pour une sortie en janvier, fin janvier 2025. Mais voilà, il n'y a pas une volonté de ma part de vouloir coller à des chiffres impairs ou quoi que ce soit. Mais voilà. Et le compte à rebours, ça marque comme si... on veut affronter à l'envers les dates qui ont été fatidiques. Alors c'est la bizarrerie des dates, visiblement, j'y ai même pas pensé, mais pour le coup, oui. Bon. Alors, vous avez été souvent enchaîné. Là, nous parlons de votre volet captivité et quelque chose, vous avez pensé
à ce que nos ancêtres il y a quelque chose de déportés bizarre. ont vécu. Parle-nous-en. Nos ancêtres communs, autant africains qu'antillais, c'est vrai que quand j'étais sous ces arbres, avec une chaîne, je me disais, mais c'est dingue, tu as réussi quand même à te débrouiller pour revivre le destin de ce que mes aïeux ont certainement vécu avant. Et il y avait quelque chose, enfin, la chaîne était un vrai problème pour moi. Et il y a eu plusieurs fois des tensions, des tiraillements avec eux, parce que le soir, quand le soleil se couche, vers 17h30, ils viennent et puis nous balancent les clés. Et on est libre la journée, et puis on est censé prendre nos chaînes et se la mettre autour de la cheville. Et c'était pour moi impossible, j'en étais incapable. Kunta Kinte des temps modernes. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'en étais incapable. Et c'était un tiraillement avec eux, parce qu'ils me disaient, mais pourquoi tu mets pas ta chaîne? Mets ta chaîne. J'ai dit, non, vous êtes mes ravisseurs, c'est vous qui tenez à ce que je dorme avec ça, donc vous allez me la mettre, mais moi je ne me la mets pas. Par contre, le matin, quand ils nous balançaient les clés pour nous délivrer, j'avais aucun problème à me délivrer. Mais m'enchaîner, ça m'était impossible. Est-ce que vous aviez la désinvolture face à vos captives du fait que vous coûtiez des millions d'euros? J'ai compris ça après. Au début, vous avez quand même le stress, la peur, l'angoisse. Après, il faut vous adapter à un environnement que vous ne connaissez pas, puis vous êtes avec des gens armés. Et moi, je pense que je commence à avoir une certaine connaissance de ce qui m'arrive et de la situation un an après mon enlèvement. Et là, on commence à rentrer dans des choses où on a une marge de manœuvre, comme je dis, et on commence un peu à savoir comment ça se passe, à pouvoir répondre aussi, à pouvoir anticiper. Mais désinvolture, je n'irai pas jusque-là. On est toujours... c'est eux qui donnent le là, hein, c'est eux qui mènent le tempo quand même. Mais parce qu'on a une valeur, comme vous dites, Sadio, on peut, au bout d'un moment, voilà, se mouvoir dans cette situation. Enfin, jouer un peu au yo-yo. Ouais. Mais en partant, c'est au bout de quelques heures que vous vous rendez compte que le chauffeur n'est pas qu'un chauffeur, n'est pas qu'un simple chauffeur. Alors, vous faites allusion à son identité particulièrement, c'est ça? À son statut. Alors, le chauffeur qui me prend à Gao. Qui vous ramène le deuxième chauffeur, qui vous dit tout dépend de vous. Oui. Et de votre état. Voilà. Alors, non, oui. Alors, c'est un chauffeur, mais je comprends évidemment que c'est un chauffeur djihadiste, mais mon inquiétude directement, c'est de savoir de quel bord est-il, de quel mouvement djihadiste est-il. Hein. On sait très bien que le IGS a une réputation d'être ultra-violent. Ils l'ont montré dans pas mal de vidéos que j'ai pu voir, moi, en tant que journaliste. Et je m'inquiète de ça tout de suite pour savoir est-ce que je vais être vivant à la fin de la journée, dans les jours qui suivent. Et ils me disent qu'ils sont du JNIM. Et là, il y a une sorte de mince espoir qui commence à naître dans mon esprit en me disant bah, tiens, peut-être vont-ils vouloir me garder pour me négocier, obtenir quelque chose de moi. Donc, ce qui signifie peut-être vivre, je ne sais pas, dans les 2, 3 semaines, un mois qui vont venir. Alors, et vous avez de temps en temps aussi pensé à nos confrères morts pratiquement dans la même zone, même si ce n'est pas dans les mêmes circonstances, en tout cas dans les zones nord du Mali, dans le septentrion malien, Claude Verlin et Ghislaine Dupont, en novembre 2013, qui ont été tués. Et vos ravisseurs vous ont expliqué un peu ce qui s'est passé, alors que le monde est depuis en attente de savoir toute la vérité autour des circonstances qui se sont passées. On a souvent accusé la France d'être de mèche avec le Mali pour pouvoir les faire taire, ainsi de suite. En tout cas, jusqu'à présent, nous n'avons pas d'éléments probants pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais vous, vos ravisseurs, vous en parlé un peu. Voilà, exactement. Ça devient... Alors, il y a beaucoup de choses. Premièrement, il y a d'abord, évidemment, un focus sur découvrir ce qui s'est passé, pourquoi ces 2 journalistes de RFI ont été tués. Il y a aussi, après, grâce à la radio, j'apprends que d'autres journalistes, et là, des journalistes maliens, sont enlevés. Il y a aussi un chanteur, Dr Keb, qui a été enlevé aussi pendant la période où j'étais en captivité. Donc, à chaque fois que j'entends ce genre d'histoire-là, évidemment que ça me donne envie d'en savoir plus, ce qui leur est arrivé, où ils sont, etc. En ce qui concerne les journalistes de RFI, on n'avait pas, je crois, la version des djihadistes par rapport à voilà, ce qui s'est passé, aux événements. Et je pose cette question et j'arriverai à avoir leur version globale en posant cette question à différents djihadistes qui vont me garder pendant ces 700 jours. Alors leur version, c'est qu'un avion français passait par là, et ça les a motivés à aller très vite pour ne pas être pris avec leurs otages et se débarrassent des 2 otages. Voilà, en gros, leur version, c'est qu'ils ont été perturbés. La fuite des djihadistes avec les 2 journalistes ont été perturbés par une intervention aérienne, certainement dit aussi terrestre. Alors, dans le temps de la chronologie, on ne sait pas exactement, mais tout se répète la même chose, une intervention aérienne qui aurait perturbé la fuite. Mais est-ce que ça peut ne pas être un narratif fabriqué qu'on a mis un peu dans la tête de tout le monde, parce que les avions à ce moment-là, ça peut se
vérifier s'il y en a eu qui sont passés ou pas? C'est une très bonne question, Sadio. Et ça, je ne suis pas capable, dans la situation où j'étais, de vérifier. La seule chose que je peux faire, c'est croiser les versions. C'est-à-dire demander régulièrement à différents djihadistes sa version sur cette question-là. Donc l'assassinat des 2 journalistes de RFI. Et ils me font globalement la même réponse, et ça ira jusqu'au sommet hiérarchique, le numéro 2 de l'organisation, qui lui aussi me répétera la même chose. On a écouté plusieurs voix des membres de vos familles. Mais celle qui a été omniprésente avant celle de Dubois Senior, c'était Déborah. Oui, ben c'est la voix que j'entends avec une grande attente tous les 8 du mois, et c'est la personne vers qui je me tourne tous les jours à 17h30 en regardant le soleil, en sachant qu'elle fait la même chose, et il y a une sorte de lien, de trait d'union qui est créé à ce moment-là. C'est penser à ma famille, penser à Déborah, ces contacts ténus quotidiens, c'est ce qui va me faire aussi résister dans ce qui va m'arriver, dans ce qui se passe, et qui va durer 700 jours. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on mange quand on est captive dans le désert? On mange pas le fromage de chamel? Du point de vue enfin, moi j'aime manger, j'aime cuisiner. Évidemment que la captivité, c'est pas terrible au niveau. Alors c'est de la tadjila, je sais pas si vous connaissez, cette galette comme ça de semoule. On a de la purée de tomates, on a de la viande fraîche quand on a une chèvre qui est tuée devant vous, et on a de la viande fraîche pendant 2-3 jours après elle est séchée pour durer longtemps. Voilà, c'est ce qu'on mange. Du riz et des pâtes trop cuites et du riz trop cuit. Donc au bout d'un moment, moi je vais reprendre ça par devers moi, leur dire je vais me faire à bouffer parce que je peux faire mieux, et je vais essayer. Puis ça va être aussi une occupation de cuisiner des choses qui satisfont, de faire du pain moi-même, de cuisiner en tout cas mieux qu'eux. Sans faire offense à Déborah, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des femmes que vous auriez pu admirer ou draguer, pourquoi pas? Celle-là, on ne l'avait pas faite. Non, on a vu, enfin j'étais, je pense à mon co-détenu, le Sud-Africain qui est avec moi, on a vu, je crois en tout et pour tout, en 1 an et demi, 2 femmes fugitivement, je crois que je les mentionne dans le livre, une qui nous surprend parce qu'elle était de l'autre côté d'une sorte de petite rivière qu'il y avait comme ça, puis elle se lève, elle devait être bergère, et elle s'éloigne comme ça, nous on reste figés en la voyant, et puis quand j'ai été amené par mes ravisseurs dans le seul bâtiment en dur que je verrai pendant ces 700 jours, à travers une fenêtre, je vois passer une sorte d'ombre noire, comme ça, en voile, qui devait être dans une petite maison, non loin de la maison où j'étais détenu. C'est tout, sur quasiment 2 ans. Sur quasiment 2 ans, vous n'avez vu que 2 ombres féminines fugitives en plus. Ah oui, mais très fugitives. Mais le quotidien, c'était quoi en fait? Je sais que votre co-détenu, co-kidnappé sud-africain, sa résilience vous a servi de leçon. Oui, je pense que oui, au début, quand j'arrive, quand on se rencontre, on est dans 2 dynamiques totalement différentes. Lui, il a 3 ans et demi, 4 ans de captivité derrière lui, et moi, je suis relativement frais, j'ai 5 mois, 6 mois, et j'ai l'impression que tout est possible, qu'il faut juste créer l'événement. Et je vais découvrir au fur et à mesure des mois qui vont arriver que, ma foi, oui, il faut mettre peut-être ces espérances, cette créativité pour changer la situation un peu de côté, enfin, du moins revenir à un certain réalisme. Et lui, il l'avait fait évidemment avant moi. Et c'est moi qui vais revenir vers lui. Là, au départ, je voulais le tirer vers moi et l'amener dans mes plans et m'amener dans ce désir peut-être un peu fou d'évasion. Alors, de votre kidnapping à aujourd'hui, comment voyez-vous la situation sécuritaire au Mali, votre pays d'adoption? Vous êtes malien de cœur, on le sait, et plus généralement dans le Sahel. Est-ce que ça va mieux, ou est-ce stable, ou est-ce que ça involue? Non, moi j'ai l'impression que la situation elle se détériore. Il peut y avoir certaines victoires militaires, hein, on le sait, il y a une victoire symbolique qui est quand même assez énorme, c'est la reprise de Kidal. Maintenant, quand on regarde... Oui, mais quand j'entends parler de la reprise de Kidal, par contre, ça me fait penser à beaucoup de choses. Je sais que Goma est envahi, il y a un pays tierce derrière le Rwanda, mais le Mali, ce n'est pas le cas. On est entre Maliens, c'est des rebelles qui ont des revendications politiques et qui, c'est-à-dire un Tibétain ne va pas se faire tuer par des mercenaires étrangers parce qu'il est rebelle quand même ou indépendantiste.
Oui, je suis d'accord là-dessus, mais c'est pour ça que j'utilise le terme de symbolique. Ça a une importance quand même. Hein. Il faut revenir à 2014, et quand cette ville a été inaccessible à Moussa Mara, qui était Premier ministre à l'époque. Et là, ça aussi, ça a été une blessure pour les Maliens. Maintenant, sur la situation sécuritaire, je pense qu'elle se détériore. Je pense que le départ des forces françaises ont laissé un grand vide qui n'a pas été comblé. La présence de Wagner ne l'a pas comblé. Et puis, on voit sur le terrain, par rapport à ce qui se passe, notamment par rapport aux exactions quand même, que l'action de l'armée française n'est pas du tout comparable à celle de Wagner. C'est pas du tout la même façon d'opérer en termes de massacre, droits de l'homme, enfin ce qu'on voit n'est pas du tout la même chose. Donc j'ai pas l'impression que ça se passe bien. Et puis il y a le retour de la guerre, avec justement ces groupes rebelles, ces ex-rebelles qui sont redevenus rebelles, et qui maintenant, depuis la... sont allés plus franco en demandant maintenant leur indépendance, alors qu'ils avaient mis entre parenthèses cette velléité d'indépendance. Pour moi, j'ai l'impression que on ne peut plus revenir à la discussion. Le Mali est un pays où on peut discuter. On peut se mettre autour d'une table et arriver à trouver des arrangements. Mais avec ce qui s'est passé là, et puis depuis la bataille de Tinzaouatène, j'ai l'impression qu'on a atteint un point de non-retour et que ça va être très compliqué. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir maintenant. Justement, en dehors d'une indépendance, d'une cession, d'une fédération. Oui, je ne sais pas, en même temps... Il y a la grande voisine algérienne qui ne veut pas, qui ne reconnaîtra pas un État indépendant à ses portes par rapport à son histoire, par rapport, même si elle est accusée d'entretenir ces rebelles-là, qui peuvent arriver à ses frontières parce que c'est un pays voisin ou parce que c'est des beaux-frères, des cousins qui se trouvent de part et d'autre et qui puissent y aller se réfugier sans que l'État algérien ne leur apporte une assistante, je pense. Justement, donc ça revient à dire que cette portion qu'il nomme Azawad, ces 5 régions du Nord, se trouve un peu entre le marteau et l'enclume, quoi. Hein, donc on est dans une période où on a du mal à deviner, à essayer de prédire ce qui peut se passer. Comme vous l'avez dit, l'Algérie ne veut pas notre indépendance à ses portes. Le Mali veut la souveraineté sur son territoire. Et puis on a cette bande-là, l'Azawad, qu'ils veulent défendre. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? À quoi ça va mener? C'est tous les questionnements qu'on peut avoir pour le futur. Quand vous arrivez au Mali, l'indépendance de la presse était un fait. Ah oui. Un acquis. J'ai connu, oui, pour le coup. Ouais. Et avant que vous ne quittiez, c'était... Alors, à un moment où je suis kidnappé, c'est différent, mais j'en ressens pas encore l'impact. Hein, moi, je suis kidnappé en début 2021. Le coup d'État date d'août 2020. On est encore, pas dans un état de grâce, mais ça va. Mais je vais le découvrir en écoutant la radio. Puis surtout, je vais le comprendre après. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même une réduction de la liberté de la presse, hein, que ce soit avec les pressions, les arrestations, les réquisitions forcées. Et puis surtout, vu la situation sécuritaire, comme je disais, qui se détériore, les journalistes n'ont plus accès au terrain. Et un journaliste qui ne peut pas aller collecter des informations sur le terrain, il ne peut pas travailler. Donc il y a, oui, un recul de cette liberté fondamentale, c'est sûr. Si nous passions les dernières minutes de notre entretien à parler des solutions par rapport à tout ce qui arrive pour votre pays d'adoption, notre pays, le Mali, qu'est-ce qu'il faudrait, tant au point économique, sécuritaire que social? Moi, j'ai l'impression déjà qu'il faudrait peut-être un retour à l'ordre constitutionnel, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui devait être fait, il faut des élections. Mais vous avez vu comment il y a eu... à chaque fois, là, on n'en parle même plus, bien qu'on a mis l'EJ, l'organe qui va mettre en place des élections, mais qu'on l'a activé, il n'y a aucune date. Non, c'est ça le problème. Ni pendant le discours de fin d'année du... Ça n'a pas été mentionné. Ça n'a pas été du tout mentionné, donc y compris Moussa Mara qui était dans l'expectative de voir une date être dite, a été déçu par le fait. Exactement, je pense que ce n'est pas le seul. Je pense que beaucoup de Maliens sont déçus. Il faudrait donc un retour à l'ordre constitutionnel, il faudrait des élections. Après, je pense qu'on est sur la situation sécuritaire, maintenant plus largement, on est toujours dans la même chose. C'est-à-dire le tout sécuritaire, le tout militaire. C'est vrai que politiquement, c'est quelque chose qu'on peut prendre à bras-le-corps. Ça se voit, une victoire militaire, ça se voit, ça se démonte, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quid de la gouvernance, des problèmes sociaux? On a l'impression que sous Ibeka, il y avait déjà des problèmes qui étaient décriés et que ces problèmes sont toujours les mêmes ou sont voire devenir plus importants. Donc il y a des urgences. Le vérificateur général, dans son dernier rapport, a fait état de 80 milliards volés disparus des caisses de l'État. Elles sont impliquées, sont pointées du doigt 80 personnes. 40 personnes, dont 11 ministres de Goïta. Bon, on a l'habitude d'entendre ça, c'est pas nouveau, c'est pas inhérent qu'à ce gouvernement-là. Moi, je me souviens que sous Ibeka, le vérificateur général bossait aussi beaucoup. Même depuis ATT, lorsque le vérificateur général se mettait en place, on a vu dans un rapport de 2013, je crois,
13 millions de thé offerts aux Maliens. Il y avait 12 millions de Maliens, donc chacun a bu un front de thé, quoi. Voilà, donc on a pu voir ça. Et puis on a vu 1,5 milliard disparaître du ministère de la Santé. La ministre devient conseillère spéciale du président après. Il n'y a jamais eu de sanctions. Et donc, dans ce cas, quand les Maliens disent que ce sont les politiciens qui ont poussé à la dégradation qu'on voit aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est aussi les militaires? Je pense que c'est les politiciens, je pense que c'est les militaires, et au-delà de ça, je pense que peut-être la corruption est un vrai problème au Mali, tout simplement, et qui va être très compliqué, qu'il faut prendre à bras-le-corps, mais qui va être très compliqué à résoudre. Oui, ça c'est sûr. C'est un peu dans tous les échelons. Moi-même, je m'en souviens en ayant vécu là-bas. C'est un vrai problème. Maintenant, Point de vue de liberté de la presse. Voilà, justement, pour revenir un petit peu là-dessus. On a déjà un problème là-dessus parce que la convention collective, c'est pas ce qui concerne un peu trop les Maliens, à propos de la presse notamment. Donc les salaires des journalistes sont le pire qu'il puisse y avoir. Oui, ils ont toujours été bas, ce qui favorise les perdièmes, enfin les papiers sous commande, etc. Moi, sur la liberté de la presse, quand même, il y a justement, bon, la presse est muselée. On parlait des politiques tout à l'heure. Je trouve que la société civile, les politiques et les médias, malheureusement, par rapport à ce qui se passe, que le pays est à un tournant là, que ce soit avec la sortie de la CEDEAO, cette nouvelle AES, il n'y a pas vraiment de débat, il n'y a pas vraiment de discussion autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, comment dire ça, de discours qui est bien rodé sur pourquoi on fait ça, pourquoi on le fait, c'est bien de le faire, on arrive à le faire, mais pas quelles sont les difficultés qu'on va affronter et ce qui va se passer dans le futur. Et ça, je pense que c'est un problème. Je trouve que là, c'est difficile de le faire, c'est facile de le dire ici, tandis que là-bas, pour les journalistes, ça doit être compliqué. Mais c'est des vrais débats qui ne sont pas pris en compte, dont on ne débat pas. Et point de vue économique, on a vu qu'il est difficile, quand on n'a pas la légitimité du peuple, quand on n'est pas président de la République, de pouvoir lever les fonds. Qu'est-ce qui adviendra pour le peuple malien dans un temps moyen, court ou long? Au niveau économique ? C'est lié un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire là, au niveau économique, on peut s'en faire. Ils sortent de la CEDEAO, donc il y a des subsides qui arrivaient, qui n'y arriveront plus déjà. On ne voit pas très bien les remplacements. J'ai entendu il y a peu de temps, il y a quelques jours là. Par exemple, sur les problèmes d'électricité, toujours au nom de cette souveraineté, ils vont refuser, je crois, d'acheter de l'électricité qui vient de Côte d'Ivoire. Ce que je veux dire par là, on envisage le Ghana. Et le Ghana prend en Côte d'Ivoire aussi. Au bout d'un moment, c'est des postures qui vont être très très dures à tenir. Je veux dire, parce que les Maliens peuvent faire la comparaison, ils savent ce qu'il y avait avant, ils savent ce qu'il y a maintenant, et puis ça manque de perspective, on n'a pas de futur. On voit nettement qu'il s'agit là-bas d'une souveraineté isolationniste. Est-ce que vous leur demanderez de un peu s'ouvrir et de penser un peu au peuple malien pour laisser passer un peu d'air? Moi, à mon titre personnel et en tant que journaliste, c'est pas à moi de demander, mais par contre, je peux observer que l'isolationnisme n'est pas une solution, c'est pas ce qu'il faut faire, ça c'est sûr. Le pays n'était pas isolé avant que le régime militaire actuel prenne le pouvoir. Donc je pense qu'il faut revenir à ce qu'il y avait avant. De toute façon, on ne peut pas vivre seul en autarcie comme ça. Ils ne sont pas seuls, ils sont trois. Oui, il y a une volonté d'être trois, on regarde ça de très près. Et les trois aussi, c'est les trois isolés, voilà, qui sortent d'un grand ensemble. 15 pays pour faire trois, avec des économies qui n'atteignent pas celles du Nigeria, par exemple. Le fait de se mettre ensemble, de se rassembler, pas mal. De vouloir avoir une réponse sécuritaire, économique, pas mal, en étant tous les trois. Mais par contre, de se froisser avec tous les grands acteurs, tous les autres grands pays, Algérie, Côte d'Ivoire et autres qu'il y a autour, ça je pense que c'est un problème. Alors, votre dernier grand souhait pour votre pays d'adoption et pour vos compatriotes restent au Mali? Mon dernier grand souhait pour eux, là, j'espère que les choses vont s'arranger. Je pense qu'il faut rester résilient, c'est pas facile. Ça, je vous le demande en attendant votre prochaine prise d'otage. Hein. Il n'y en aura pas. Non, les temps sont difficiles, mais je crois que les Maliens ont la peau dure, ils savent endurer. Maintenant, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont leur mot à dire, quoi. Merci beaucoup, on va se quitter sur ces notes. C'était Olivier Dubois, auteur de Prisonnier du désert. Il a été pris en otage au Mali en avril 2021, libéré en mars 2023. Il vient de sortir le livre Thérapeute.
je dirais. Thérapeutique, ouais. Thérapeutique et aussi géoéconomique, géopolitique, tout ce qu'on veut, en février 2025, que vous retrouverez sur la plateforme. Alors, il y a plein de plateformes. Maintenant, il les trouve partout, je crois. Voilà. Donc, à bientôt, Olivier, et Merci, bien des Sadio. choses. On pense à tous ceux qui sont au Mali aujourd'hui et on espère que ça ira. Merci. Merci beaucoup.